Je m'appelle Irving et à 34 ans, je pensais avoir ma vie parfaitement organisée. Ingénieur logiciel avec une maison confortable que j'ai travaillé dur pour acheter. Je valorisais mon espace et mon indépendance par-dessus tout. Mais quand je suis revenu d'un voyage d'affaires pour trouver ma belle-sœur de 7 mois de grossesse, Emma, se prélassant sur mon canapé, entourée de valises et de cartons, mon monde soigneusement construit s'est effondré. Mon père, utilisant la clé de rechange que je lui avais donnée uniquement pour les urgences, l'avait fait emménager sans ma permission ni ma connaissance. Ce qui a suivi m'a poussé à rompre les liens familiaux et à franchir des limites que je n'aurais jamais imaginé franchir. Avant de vous raconter la suite, faites-moi savoir d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui pensait que vos limites n'étaient que des suggestions qu'il pouvait ignorer à sa guise. Permettez-moi de commencer par vous donner une image plus claire de qui je suis et de la dynamique familiale qui a conduit à cette explosion. Je suis ingénieur logiciel depuis près de 12 ans maintenant, spécialisé dans la cybersécurité pour une entreprise qui développe des logiciels bancaires. Mon travail exige une concentration intense, des délais stricts et des nuits occasionnelles lorsque les systèmes doivent être surveillés. Après avoir économisé pendant des années, j'ai acheté ma maison il y a 4 ans. Une modeste maison de 3 chambres avec un sous-sol aménagé que j'ai transformé en mon bureau à domicile. Cette maison représentait pour moi la liberté, un sanctuaire que je pouvais contrôler après une enfance où le contrôle était quelque chose que j'ai rarement connu. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Une séparation compliquée qui a laissé des cicatrices émotionnelles que je porte encore. Mon père, Harold, s'est remarié quand j'avais 15 ans avec une femme nommée Diane, qui a fait de son mieux pour se connecter avec moi et mon frère Marcus, mais le mal était déjà fait. Harold est le genre d'homme qui croit que sa parole fait loi, surtout au sein de la famille. En grandissant, sa phrase préférée était « ma maison, mes règles », quelque chose que j'ai entendu presque tous les jours jusqu'à ce que je déménage à 18 ans. Il prenait des décisions pour tout le monde sans consultation, de ce que nous mangerions pour le dîner aux universités auxquelles nous devrions postuler. Le questionner signifiait faire face à son fameux traitement silencieux ou à une colère explosive, selon son humeur. Marcus, mon frère aîné de 3 ans, n'a jamais développé la capacité de tenir tête à notre père. Il est devenu un complaisant, cherchant toujours l'approbation et évitant les conflits à tout prix. Ce schéma l'a suivi à l'âge adulte, le rendant facilement manipulable par toute personne ayant une forte personnalité, en particulier Harold. Il y a 3 ans, Marcus a épousé Emma, une enseignante de maternelle d'une petite ville à environ 1 heure de la ville où nous vivons. Emma a 26 ans, est actuellement enceinte de 7 mois de leur premier enfant, un garçon qu'il prévoit de nommer James. Bien qu'Emma et moi ne soyons jamais devenus particulièrement proches, j'ai toujours respecté sa gentillesse et sa nature authentique. Contrairement à beaucoup de gens qui sont entrés dans notre famille, elle ne semblait jamais intéressée par les jeux de pouvoir qui dominaient souvent les réunions de famille. Récemment, Emma et Marcus avaient des problèmes. J'ai appris par des conversations familiales que Marcus avait perdu son emploi de chargé de clientèle dans une agence de publicité locale. Bien que les détails fussent étrangement vagues, la pression financière est devenue évidente lorsqu'ils ne pouvaient plus se permettre leur appartement. Marcus et Emma louaient un appartement de 2 chambres au centre-ville, mais avec Marcus au chômage et Emma en congé de maternité précoce en raison de complications de grossesse, leurs économies se sont rapidement épuisées. C'est là que mon père a décidé de s'immiscer dans la situation. Environ une semaine avant l'incident, j'ai reçu un appel d'Harold. Son ton était désinvolte, comme s'il prenait simplement des nouvelles, mais j'ai reconnu le schéma. Il commençait toujours les conversations de manière désinvolte avant de laisser tomber une exigence déguisée en suggestion. « Irving, ton frère et Emma traversent une période difficile en ce moment », a-t-il commencé, sans prendre la peine de dire « bonjour ». Ils doivent quitter leur appartement d'ici la fin du mois. « C'est dur », ai-je répondu, sincèrement préoccupé, mais sentant déjà où cela menait. Ont-ils trouvé un nouvel endroit? Eh bien, c'est pour ça que j'appelle, a-t-il poursuivi. Ta maison a ses chambres d'amis que tu n'utilises pas. Emma a besoin de stabilité en ce moment avec le bébé qui arrive. Il est tout à fait logique qu'il reste avec toi jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Ce n'était pas une question ou une demande. C'était une déclaration de ce qui allait se passer. Du Harold tout craché. Papa, je suis désolé qu'ils aient des difficultés, mais ça ne marchera pas pour moi, ai-je dit fermement. J'ai besoin de mon espace pour le travail et mon emploi du temps n'est pas compatible avec des invités, surtout à long terme avec un bébé en route. Ce qui a suivi a été 20 minutes d'Harold essayant d'annuler ma décision, remettant en question mes priorités,
suggérant que j'étais égoïste de vivre seul dans une grande maison alors que mon frère et sa femme enceinte pourraient se retrouver à la rue. Quand je suis resté ferme, il m'a raccroché au nez. Un autre coup classique d'Harold. Quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Je pensais que c'était la fin. J'avais tort. 3 jours plus tard, je suis parti pour un voyage d'affaires à Atlanta. Nous mettions en œuvre un nouveau protocole de sécurité pour un client majeur. Et en tant qu'ingénieur principal, je devais être sur place. Le voyage a été intense. Des journées de 12 heures dans une salle de conférence sans fenêtre, à résoudre des problèmes et à former leur équipe informatique. Le temps que je monte à bord de mon vol de retour, j'étais épuisé et j'avais hâte du confort de ma maison vide, d'une douche chaude et d'un sommeil ininterrompu. Le vol a été retardé de 2 heures à cause d'orage. Ainsi, le temps que mon VTC s'arrête devant ma maison, il était près de 23 heures. Je me souviens avoir remarqué une voiture inconnue dans mon allée, mais je l'ai rejetée comme appartenant peut-être à un visiteur d'un voisin qui n'avait pas trouvé de place de stationnement dans la rue. Notre quartier avait des réglementations strictes sur le stationnement dans la rue, et les visiteurs avaient souvent du mal à trouver des places légales. J'ai roulé ma valise sur l'allée, cherchant mes clés dans ma poche tout en prévoyant mentalement d'aller directement au lit et de défaire mes bagages le matin. Quand j'ai déverrouillé la porte et que je suis entré, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait une odeur dans l'air qui n'appartenait pas, un parfum floral doux qui n'était certainement pas le mien. Les lumières du salon étaient allumées, alors que je me souvenais distinctement de tout avoir éteint avant de partir. Puis j'ai remarqué une paire de chaussures de femme près de la porte. De petites ballerines roses avec des semelles en mousse à mémoire de forme. Certainement pas les miennes. Bonjour, ai-je appelé. Mon épuisement instantanément remplacé par la vigilance. Étais-je en train de me faire cambrioler? Quelqu'un s'était-il introduit par effraction? Mais les cambrioleurs n'enlèvent généralement pas leurs chaussures à la porte ou ne laissent pas les lumières allumées. J'ai avancé plus loin dans la maison, et c'est là que je les ai vus. Des piles de bacs de rangement en plastique alignés contre le mur de mon salon. Des vêtements de femmes suspendus dans mon placard. Un coussin de grossesse posé sur mon canapé. Dans la cuisine, le comptoir contenait maintenant un mixeur, un grille-pain et plusieurs contenants de vitamines prénatales qui n'étaient pas là quand je suis parti. Le cœur battant, j'ai continué à travers la maison. La chambre d'amis que j'utilisais pour le rangement était complètement transformée. Les boîtes de décoration de Noël et de vieux manuels universitaires qui occupaient autrefois l'espace étaient poussées dans un coin, remplacés par un lit queen size avec une literie florale. Des vêtements de maternité étaient suspendus dans le placard. Un berceau à moitié assemblé était appuyé contre le mur. Quelqu'un avait emménagé pendant mon absence, et j'avais le sentiment nauséabond de savoir exactement qui était derrière tout ça. J'ai trouvé Emma dans le salon, assise sur mon canapé à regarder une émission de télé-réalité sur les futures mères. Elle a sursauté quand elle m'a vu debout dans l'embrasure de la porte, une main allant de manière protectrice à son ventre de femme enceinte. « Irving, tu m'as fait peur », a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. « Je pensais que tu ne revenais pas avant demain. »« J'habite ici, Emma. »« Je peux rentrer quand je veux », ai-je répondu, luttant pour garder un ton égal. « La meilleure question est, qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» Le visage d'Emma a rougi. « Ton père ne te l'a pas dit ? Il a dit que tu avais accepté de nous laisser rester ici jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel endroit. Il m'a donné la clé mardi et a aidé à déménager certaines de nos affaires. » Mon sang a commencé à bouillir. Emma a clairement hoché la tête. Elle était clairement tout autant une victime de manipulation que moi, mais face à l'audace de mon père. Je n'ai jamais accepté ça, Emma. En fait, il m'a appelé la semaine dernière pour me demander si tu pouvais rester ici, et j'ai explicitement dit non. Son visage s'est décomposé, la gêne et l'horreur se lisant sur son expression. Oh mon Dieu, Irving, je suis tellement désolé. Harold a dit que tu étais tout à fait d'accord avec ça, que tu étais heureux d'aider. Il a dit que tu étais juste trop occupé pour aider au déménagement, alors il a proposé de le faire pendant ton absence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon père. Je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. Une autre tactique classique d'Harold. Quand il savait qu'il avait fait quelque chose de mal, il se rendait indisponible jusqu'à ce qu'il pense que la colère était passée. Ensuite, j'ai appelé Diane, ma belle-mère. Contrairement à Harold, elle a répondu à la deuxième sonnerie. Irving, est-ce que tout va bien? Il est près de minuit.
Savais-tu que papa a donné à Emma une clé de ma maison et l'a fait emménager pendant que j'étais en voyage d'affaires, ai-je demandé sans préambule. La longue pause m'a tout dit. Il m'a dit que tu avais accepté, a-t-elle finalement dit, sa voix petite. Quand j'ai demandé si tu voudrais vraiment des invités avec ton emploi du temps de travail, il a insisté sur le fait que tu grandissais et que tu pensais enfin à quelqu'un d'autre que toi-même. Eh bien, il a menti, ai-je dit sèchement. Je lui ai dit explicitement qu'Emma ne pouvait pas rester ici. Oh, Irving, je suis tellement désolé, a soupiré Diane. J'aurais dû savoir. C'est exactement le genre de choses qu'il fait. Après avoir raccroché, je me suis retourné vers Emma, qui avait l'air absolument mortifiée. Je n'avais aucune idée, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Marcus reste chez un ami ce soir parce qu'ils ont une soirée entre mecs avant l'arrivée du bébé. Je vais l'appeler pour qu'il vienne me chercher. Je me sentais terriblement mal pour Emma, enceinte de 7 mois. Il était près de minuit et elle venait d'apprendre qu'elle avait été involontairement impliquée dans la manipulation de mon père. Tu n'as pas à partir tout de suite, lui ai-je dit. Il est tard et ce n'est pas ta faute. Mais je dois être clair. Tu ne peux pas rester ici à long terme. Où est mon père? J'ai besoin de lui parler. Il a dit qu'il reviendrait le matin pour aider à finir d'installer la chambre d'enfant, a répondu Emma doucement. La chambre d'enfant? Il prévoyait de transformer mon bureau à domicile en chambre d'enfant sans me le demander. Il ne s'agissait plus d'un séjour temporaire. Mon père orchestrait une prise de contrôle complète de ma maison, de mon espace, de ma vie sans mon consentement. Et je savais exactement ce qui se passerait ensuite une fois qu'Emma et le bébé seraient installés. Il deviendrait cruel de demander à une nouvelle mère et à un nourrisson de partir. C'était une manœuvre calculée conçue pour me forcer la main. J'ai dit à Emma que j'avais besoin de prendre l'air et je suis sorti pour me vider la tête et me préparer à ce qui serait sans aucun doute une confrontation historique le lendemain matin. Fidèle à sa parole, mon père est arrivé à 8 heures le lendemain matin. J'avais à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à faire des recherches sur les droits des locataires et à parler avec un ami avocat de mes options. Emma s'était retirée dans la chambre d'amis, manifestement mal à l'aise avec la situation dans laquelle elle avait été plongée. J'ai entendu la clé dans la serrure, puis les pas lourds de mon père dans l'entrée. Il a appelé joyeusement, « Bonjour ». J'ai apporté des sandwichs pour le petit déjeuner et ce café sophistiqué qu'Emma aime. Quand il a tourné le coin et m'a vu assis à la table de la salle à manger l'attendant, son pas a momentanément vacillé avant qu'il n'affiche un sourire. « Irving, tu es rentré tôt. » « Super. Tu peux aider à sortir le bureau du bureau pour faire de la place pour le berceau. » La désinvolture de son ton, comme si de rien n'était, a poussé ma colère à de nouveaux sommets. « Non, papa. Je n'aiderai à déplacer rien du tout. En fait, toi et Emma devez emballer ses affaires et partir aujourd'hui. » Harold a posé le porte-gobelet et le sac de sandwich, son expression passant d'une fausse joie à une désapprobation sévère, le regard qu'il m'avait lancé d'innombrables fois pendant mon enfance lorsque je ne me conformais pas à ses plans. « Ne sois pas ridicule, Irving. Ton frère et sa femme ont besoin d'aide en ce moment. C'est ce que fait la famille. Nous nous soutenons mutuellement. Se soutenir mutuellement ne signifie pas s'introduire par effraction chez quelqu'un et y faire emménager des gens sans permission, ai-je contré. Par effraction? J'ai utilisé la clé que tu m'as donnée, a-t-il raillé. Une clé pour les urgences seulement. Et tu le sais. Harold a agité la main avec dédain. C'est une urgence. Il n'avait nulle part où aller. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Tu aurais pu offrir ta propre chambre d'amis ou les aider à trouver un appartement abordable ou n'importe quelle autre solution qui n'impliquait pas de violer mes limites. Ma maison est trop loin des entretiens d'embauche de Marcus, et Diane utilise la chambre d'amis comme son atelier d'art, a-t-il dit, comme si c'était des obstacles insurmontables. De plus, tu as tout cet espace que tu n'utilises pas. C'est égoïste d'avoir 3 chambres pour une seule personne quand des membres de la famille ont besoin d'aide. La conversation suivait exactement le schéma que j'attendais. Mon père a toujours cru qu'il avait le droit d'allouer les ressources des autres, en particulier les miennes. Dans son esprit, tout ce que je possédais était essentiellement une propriété familiale qu'il pouvait distribuer comme il l'entendait. Peu importe le nombre de chambres que j'ai, ai-je expliqué, en essayant de rester calme. C'est ma maison que j'ai payée, et je décide qui y habite. Le visage d'Harold s'est assombri. Et qu'en est-il de ta belle-sœur? Tu vas mettre une femme enceinte à la rue. Quel genre de personne ça fait de toi?
Emma ne sera pas à la rue. Tu as créé cette situation, alors tu peux la régler. Emmène-la chez toi ou paie pour une location à court terme jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de permanent. Elle a besoin de stabilité. Le médecin a dit qu'elle ne devrait pas trop bouger dans son état. Veux-tu être responsable si quelque chose arrive au bébé? Et voilà. La manipulation émotionnelle, la crise artificielle, le blâme implicite qui serait le mien si quelque chose tournait mal. J'avais vu cette tactique toute ma vie, mais cette fois, j'ai refusé de me laisser influencer. Son état ne t'a pas empêché de la faire emménager ici sans permission, ai-je souligné, et ça ne t'empêchera pas de l'aider à trouver un logement approprié. C'est approprié. C'est parfait. En fait, elle aura de l'espace. Tu pourras aider quand le bébé arrivera. Et Marcus pourra économiser de l'argent pour se remettre sur pied. Plus il parlait, plus son plan devenait clair. Ce n'était pas un arrangement temporaire dans son esprit. Il envisageait qu'Emma, Marcus et le bébé vivent avec moi indéfiniment pendant que je fournirais un logement gratuit et des soins aux enfants. Non, ai-je dit fermement. Ça ne marchera pas pour moi. Je travaille de chez moi 3 jours par semaine. Je travaille souvent tard le soir. Parfois, je dois être sur des appels internationaux à des heures indues. Avoir un nouveau-né à la maison rendrait cela impossible. Harold a balayé mes préoccupations d'un autre geste de la main. Tu t'adapteras. Tout le monde fait des sacrifices pour la famille. Quel sacrifice fais-tu dans ce scénario, papa? Ai-je demandé sèchement. Il avait l'air sincèrement confus par la question. J'aide à tout coordonner, n'est-ce pas? J'ai passé toute la journée d'hier à déplacer des boîtes. Donc je sacrifie ma maison, mon intimité et mon environnement de travail. Pendant que tu sacrifies une journée à déplacer des boîtes pour un plan que tu as créé sans me consulter. Son visage a rougi de colère. Tu as toujours été égoïste, Irving. Toujours en pensant à toi d'abord. Ton frère ferait ça pour toi sans hésiter. Peut-être parce que Marcus n'a jamais été autorisé à avoir des limites, ai-je répondu. Mais moi, j'en ai, et je les fais respecter maintenant. Toi et Emma devez partir aujourd'hui. Prenez ces affaires avec vous. Je ne le ferai pas, a déclaré Harold en croisant les bras. La décision a été prise. Emma reste. Ce n'est pas ta décision à prendre. Quelqu'un doit prendre ses décisions quand les autres sont déraisonnables. Nos voix s'étaient élevées au point qu'Emma est sortie de la chambre d'amis, l'air affligé. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre, a-t-elle plaidé, une main caressant son ventre de femme enceinte. Je ne veux pas causer de problème. Je peux trouver un autre endroit où aller. Harold s'est tourné vers elle, sa voix soudainement douce. Tu ne vas nulle part, Emma. Irving est juste difficile. Il finira par céder. C'était la goutte d'eau. Papa. Emma. J'ai besoin que vous partiez tous les deux, tout de suite. Papa, rends-moi ma clé. Absolument pas, a-t-il dit, la mâchoire obstinément serrée. Alors j'ai besoin que tu prennes les affaires d'Emma et que tu quittes ma maison immédiatement. Non. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police et je vous dénoncerai pour violation de domicile. Harold a ri. Tu n'oserais pas appeler les flics sur ton propre père. J'ai sorti mon téléphone. Et c'est moi. Son expression est passée de l'amusement au choc alors que je commençais à composer. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-il balbutié. C'est une affaire de famille. C'est ma propriété, l'ai-je corrigé. Et vous refusez de partir après qu'on vous l'ait demandé. C'est de la violation de domicile. Irving, pense à ce que tu fais, a-t-il averti, sa voix basse et menaçante. Si tu fais ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je l'ai regardé droit dans les yeux en finissant de composer. Je sais exactement ce que je fais. Le téléphone a sonné 2 fois avant que l'opératrice du 911 ne réponde. 911, quelle est votre urgence? Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Allais-je vraiment faire ça? Appeler la police sur mon propre père? Qu'est-ce que cela ferait à notre famille? Mais ensuite, j'ai regardé son visage, non pas choqué ou blessé, mais suffisant. Il ne croyait toujours pas que j'irais jusqu'au bout. Il pensait que c'était un autre jeu de celui qui cédera le premier, que je perdrais, comme tous les autres tout au long de mon enfance et de ma jeunesse. Bonjour, je dois signaler des intrus dans ma maison qui refusent de partir, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru.
Êtes-vous en danger immédiat, a demandé l'opératrice. Non, mais ils sont entrés sans permission et ne veulent pas partir quand on leur demande. Connaissez-vous ces personnes? Oui, c'est mon père et ma belle-sœur. Mon père a utilisé une clé de rechange pour la faire emménager pendant que j'étais en voyage d'affaires, à mon insu et sans mon consentement. Je leur ai demandé de partir et mon père refuse. Alors que je donnais à l'opératrice mon adresse et les détails, j'ai vu l'expression de mon père passer de la certitude suffisante à l'incrédulité, puis à une colère brûlante. Il a commencé à faire les 100 pas, me lançant des regards qui m'auraient terrifié quand j'étais enfant. Espèce de petit ingrat. A-t-il commencé, mais il s'est arrêté en se souvenant que j'étais au téléphone avec le 911. Tu vas le regretter, Irving. Note bien mes mots. Emma s'était effondrée sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. S'il vous plaît, arrêtez ça, a-t-elle supplié. Ce stress n'est pas bon pour le bébé. Je partirai tout de suite. Arrêtez. Je me sentais terriblement mal pour Emma. Vraiment. Mais je savais que si je reculais maintenant, le schéma ne finirait jamais. Mon père continuerait de croire qu'il avait autorité sur ma vie et ma maison. Il ne s'agissait pas seulement d'aujourd'hui. Il s'agissait de chaque interaction future, de chaque limite, de chaque décision que je prendrais en tant qu'adulte. Des agents seront là sous peu, m'a assuré l'opératrice. Veuillez essayer de rester séparés des individus jusqu'à leur arrivée. Pouvez-vous le faire en toute sécurité? Oui, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte d'entrée pour attendre dehors. Merci. Mon père m'a suivi. Tu ne peux pas simplement te dérober à cette conversation. Ce n'est plus une conversation, papa. Tu as fait ton choix, et maintenant nous attendons la police. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre famille, a-t-il sifflé, son visage rouge de colère. Que penseront les gens? As-tu pensé à l'état d'Emma? Le stress que cela lui impose, à elle et au bébé. Tu aurais dû penser à son état avant de l'utiliser comme un pion dans le jeu que tu joues, ai-je répondu. C'est toi qui l'as mise dans cette position, pas moi. Un jeu? Ce n'est pas un jeu. Il s'agit d'aider la famille dans le besoin. Si c'était vrai, tu m'aurais demandé d'abord, tu aurais respecté ma réponse, et tu aurais trouvé une autre solution quand j'ai dit non. Il ne s'agit pas de les aider. Il s'agit de me contrôler. La police est arrivée remarquablement vite. 2 officiers dans une voiture de patrouille avec des gyrophares mais sans sirène. Ils se sont approchés prudemment, observant la scène. Moi, debout près de la boîte aux lettres, mon père faisant les 100 pas avec colère sur la pelouse et Emma visible par la fenêtre, pleurant sur le canapé. Bonjour, a dit l'officier le plus âgé. Nous avons reçu un appel concernant une situation de violation de domicile. Oui, c'était moi, ai-je confirmé. Je suis Irving Collins. C'est ma maison. J'ai fait un geste vers la propriété derrière moi. Et qui sont ces personnes, a-t-il demandé, hochant la tête vers mon père et la maison où Emma était assise. C'est mon père, Harold Collins. Et à l'intérieur se trouve ma belle-sœur, Emma Collins. Mon père avait une clé de rechange pour les urgences seulement, qu'il a utilisée pour faire emménager ma belle-sœur dans ma maison pendant que j'étais en voyage d'affaires. Je leur ai demandé à tous les 2 de partir, et mon père refuse. Les officiers ont demandé à voir une pièce d'identité et une preuve que je possédais la propriété. J'ai fourni mon permis de conduire et j'ai sorti des documents hypothécaires sur mon téléphone. Ils ont parlé séparément avec mon père, puis avec Emma, avant de se concerter. Finalement, l'officier le plus âgé s'est à nouveau approché de moi. Monsieur Collins, d'après notre évaluation, il s'agit bien d'une situation de violation de domicile. Votre père admet qu'il a fait emménager votre belle-sœur sans permission explicite, et vous, en tant que propriétaire, avez le droit de déterminer qui séjourne dans votre résidence. Mon père a interrompu, s'avançant de manière assez agressive pour que le plus jeune officier lève une main pour l'arrêter. J'ai une clé, a-t-il crié, l'agitant en l'air. Irving m'a donné cette clé. Monsieur, a dit l'officier fermement. Posséder une clé ne confère pas de droit d'occupation. Si le propriétaire vous demande de partir et que vous refusez, cela constitue une violation de domicile criminel, quelle que soit la manière dont vous êtes entré. C'est ridicule. C'est mon fils. C'est une affaire de famille. Monsieur, j'ai besoin que vous vous calmez, a averti l'officier. Mais mon père était au-delà du calme.
Des décennies d'autorité incontestée au sein de la famille l'avaient convaincu qu'il était immunisé contre les conséquences. Savez-vous qui je suis dans cette communauté? Je suis au conseil d'administration de l'association des commerçants. Je joue au golf avec le juge Stevenson. Les officiers ont échangé des regards. Le plus âgé a soupiré. Monsieur Collins, je vais vous demander une dernière fois de quitter la propriété pacifiquement. Votre belle-fille peut rassembler ses affaires essentielles et des arrangements pourront être pris plus tard pour récupérer le reste de ses biens. Je ne partirai pas. C'est un scandale. Mon fils met sa belle-sœur enceinte à la rue et vous l'aidez. Personne ne va à la rue, papa, ai-je interjeté. Je paierai un hôtel pour Emma jusqu'à ce que toi ou Marcus trouviez une solution, mais elle ne peut pas rester ici. Un hôtel? Avec son état? Ridicule. Elle a besoin de stabilité. La patience de l'officier s'amenuisait clairement. Monsieur, c'est votre dernier avertissement. Quittez la propriété maintenant ou nous vous placerons en état d'arrestation pour violation de domicile criminel. Je ne pense pas que mon père y ait cru, même alors. Son visage a exprimé le choc lorsque l'officier a saisi ses menottes. Vous ne pouvez pas être sérieux, a-t-il balbutié. Je suis très sérieux, monsieur. Veuillez vous retourner et placer vos mains derrière votre dos. Ce qui a suivi était surréaliste. Mon père, l'homme qui avait dominé ma vie, qui avait toujours semblé intouchable et tout-puissant au sein de notre famille, était menotté sur ma pelouse. Il n'a pas résisté physiquement, mais le flot de menaces et d'accusations qui sortait de sa bouche a fait que les officiers ont échangé un autre regard entendu. Vous faites une énorme erreur, a-t-il dit aux officiers. Je connais des gens qui peuvent vous rendre la vie très difficile. Cela ressemble à une menace contre des agents des forces de l'ordre, a noté calmement le plus jeune. Voulez-vous ajouter cette accusation? Mon père s'est finalement tué alors qu'il le conduisait à la voiture de patrouille. Le plus âgé des officiers s'est tourné vers moi. Nous devrons l'emmener au poste pour la procédure. En attendant, vous voudrez peut-être prendre des dispositions pour votre belle-sœur. J'ai hoché la tête, un mélange complexe d'émotions m'envahissant. Le soulagement que mes limites soient respectées. La culpabilité d'avoir fait subir ce stress à Emma. La tristesse que les choses en soient arrivées là. Mais sous tout cela, un sentiment de libération auquel je ne m'attendais pas. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tenu tête à la manipulation de mon père et j'avais gagné. Je me suis approché d'Emma, qui avait l'air absolument dévastée par ce qui s'était passé. Je suis vraiment désolé que tu aies été prise au milieu de tout ça, lui ai-je dit sincèrement. Laisse-moi t'aider à trouver un hôtel jusqu'à ce que Marcus trouve une solution. Elle a hoché la tête en pleurant, une main toujours protectrice sur son ventre de femme enceinte. Je n'avais vraiment aucune idée qu'il n'avait pas discuté de ça avec toi. Il nous a dit que tu étais heureux d'aider, que tu l'avais même suggéré. J'ai réservé une chambre dans un hôtel voisin avec une kitchenette, j'ai payé une semaine à l'avance et j'ai appelé un VTC pour l'Y emmener. Alors qu'elle attendait la voiture, elle m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ton père? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute. C'est entre lui et moi. Alors que le VTC s'éloignait avec Emma à l'intérieur, je suis retourné dans ma maison vide, j'ai changé les serrures et j'ai essayé de digérer l'ampleur de ce qui venait de se produire. Mon père avait été arrêté à cause de moi. La dynamique familiale avait été irrévocablement modifiée. Et d'une manière ou d'une autre, debout dans mon salon silencieux, je me sentais à la fois plus léger et plus lourd que jamais. Les conséquences ont commencé presque immédiatement. Moins d'une heure après l'arrestation de mon père, mon téléphone a explosé de messages et d'appels. Marcus, sans surprise, a été le premier et le plus furieux. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il crié quand j'ai répondu à son appel. « Tu as fait arrêter papa pour avoir essayé d'aider ta belle-sœur enceinte ?» J'ai pris une profonde inspiration. Marcus, il n'avait pas la permission de faire emménager Emma dans ma maison. Je lui ai explicitement dit non quand il a demandé la semaine dernière. Et alors? Elle avait besoin d'un endroit où rester. Nous sommes une famille. Ça ne lui donne pas, ni à toi, le droit de faire emménager quelqu'un dans ma maison sans mon consentement. J'ai expliqué aussi calmement que possible. Il a refusé de partir quand on lui a demandé. C'est de la violation de domicile. C'est papa avec une clé que tu lui as donnée. Comment est-ce une violation de domicile? Cette conversation se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Marcus,
toujours sous l'influence de notre père, ne pouvait pas comprendre pourquoi je ferais respecter une limite. La clé était pour les urgences seulement, et il le savait. Faire emménager Emma à mon insu n'est pas une urgence. C'est une invasion. Marcus a raillé. Tu es dramatique. Ce n'est pas comme s'il avait loué ta maison à des étrangers. C'est la femme de ton frère et ton futur neveu. Ce n'est pas la question, ai-je insisté. La question, c'est que vous semblez tous les deux penser que vous pouvez prendre des décisions concernant ma maison sans me consulter. Parce que tu es égoïste. Tu as tout cet espace juste pour toi pendant qu'Emma et moi nous débattons. La conversation a tourné en rond pendant encore 10 minutes avant que Marcus ne me raccroche au nez, déclarant que j'étais mort pour lui jusqu'à ce que je règle ce gâchis en abandonnant les poursuites contre notre père et en laissant Emma emménager. Je savais que ce n'était que le début des retombées familiales. Moins de 20 minutes après l'appel de Marcus, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Tu regretteras ce que tu as fait à ton père. La famille devrait se serrer les coudes, pas se poignarder dans le dos. Fais attention à toi. J'ai immédiatement reconnu le style d'écriture. C'était de Walter, l'ami de longue date et partenaire d'affaires de mon père. Ils étaient inséparables depuis l'université et avaient fondé une société de développement immobilier ensemble il y a 30 ans. Walter avait toujours été comme un deuxième père pour moi, mais sa loyauté envers Harold était inébranlable. La menace implicite dans son message m'a glacé le sang. J'ai décidé qu'il était temps de prendre des précautions supplémentaires. J'ai appelé un serrurier qui est arrivé cet après-midi-là pour changer toutes les serrures, puis j'ai installé une sonnette intelligente avec une caméra et des projecteurs à détecteur de mouvement autour du périmètre de la maison. Je ne prenais aucun risque. Alors que le serrurier terminait, j'ai été surpris de voir la voiture de Diane arriver dans mon allée. Ma belle-mère avait toujours été prise au milieu des conflits familiaux, essayant de servir de médiatrice tout en prenant rarement parti. Elle avait l'air épuisée en s'approchant de la porte d'entrée. « Irving » a-t-elle dit doucement quand je l'ai accueillie. « Pouvons-nous parler ?» Je l'ai invitée à entrer, lui offrant du thé, qu'elle a accepté avec gratitude. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, un silence gêné s'étirant entre nous jusqu'à ce qu'elle parle enfin. « Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée qu'il prévoyait de faire emménager Emma dans ton dos » a-t-elle commencé. « Quand il m'a dit que tu avais accepté, j'ai été surprise, mais j'ai pensé que tu avais peut-être changé d'avis. »« Tu me connais mieux que ça » ai-je répondu. Je tiens trop à mon espace pour accepter soudainement des invités à durée indéterminée. Elle a hoché la tête, regardant sa tasse de thé. Je sais. J'aurais dû poser plus de questions, mais Harold peut être convaincant quand il le veut. C'était un euphémisme. Mon père pouvait vendre du sable dans un désert quand il s'y mettait. Le truc, c'est, Irving, a poursuivi Diane avec hésitation. Ton père a toujours été autoritaire, mais ça a empiré ces dernières années. Après que Marcus a perdu son emploi, Harold est devenu obsédé par l'idée de régler la situation. Quand tu as dit non à ce qu'Emma reste ici, il a pris ça comme un défi personnel de te faire changer d'avis. Ou plutôt, de contourner complètement mon avis. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Non, ça ne l'excuse pas, a-t-elle convenu, me surprenant. Ce qu'il a fait était mal. Je lui dis depuis des années que son besoin de tout contrôler finirait par lui coûter sa relation avec vous, les garçons. Je suppose que c'est arrivé aujourd'hui. Elle avait l'air sincèrement triste, et j'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Être marié à mon père ne devait pas être facile. Harold a été libéré il y a environ 1 heure, m'a-t-elle informé. Il est à la maison, furieux et en train de comploter son prochain coup. C'est en partie pour ça que je suis venu te prévenir. Il ne va pas laisser tomber, Irving. Que veux-tu dire? Diane a hésité. Il est convaincu que tu retrouveras la raison s'il parvient à installer Emma ici. Il ne croit pas que tu maintiendras ta position une fois qu'elle vivra ici avec le bébé. Une froide prise de conscience m'a envahi. Il va essayer de nouveau, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu directement, mais son expression m'a tout dit. Sois juste prudent, Irving. Et peut-être envisage d'installer des caméras de sécurité. J'ai fait un geste vers la nouvelle sonnette caméra en cours d'installation. Déjà fait. Après le départ de Diane, j'ai passé le reste de la journée à configurer mon nouveau système de sécurité, à connecter les caméras à mon téléphone et à tester les alertes de mouvement. J'ai également contacté à nouveau mon ami avocat, expliquant la situation plus en détail et me renseignant sur les options d'une ordonnance restrictive si nécessaire. Cette nuit-là,
Je me suis couché physiquement et émotionnellement épuisé, mais je me sentais en sécurité avec mes nouvelles serrures et mon système de sécurité. À exactement 3h10 du matin, mon téléphone a explosé d'alerte. Quelqu'un était à ma porte d'entrée. J'ai attrapé mon téléphone, le cœur battant, et j'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait mon père, accompagné d'un homme avec une trousse d'outils de serrurier, essayant de crocheter mes serrures nouvellement changées. Pendant un moment, j'ai été trop abasourdi pour réagir. L'audace, le mépris total des limites et de la loi était à couper le souffle. Mon père croyait vraiment qu'il était au-dessus des conséquences, que les règles ne s'appliquaient tout simplement pas à lui quand il s'agissait d'obtenir ce qu'il voulait. Les mains tremblantes, j'ai appelé le 911 pour la deuxième fois en 24 heures. 911, quelle est votre urgence? Quelqu'un essaie de s'introduire chez moi en ce moment. Je peux les voir sur ma caméra de sécurité. C'est mon père qui a été arrêté pour violation de domicile plus tôt aujourd'hui. Et il a quelqu'un avec lui qui semble être un serrurier. Êtes-vous en lieu sûr? Oui, je suis enfermé dans ma chambre à l'étage. Des agents sont en route. Veuillez rester en ligne. J'ai regardé à travers la caméra mon père faire les 100 pas avec impatience pendant que le serrurier travaillait sur ma porte. Le serrurier semblait nerveux, regardant continuellement par-dessus son épaule comme s'il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. J'y suis presque, ai-je entendu le serrurier dire à travers l'audio de la caméra. Mais monsieur, vous êtes sûr que c'est votre maison? Parce que si ce n'est pas le cas. Bien sûr que c'est ma maison, a menti mon père avec aisance. J'ai juste perdu mes clés et mon fils à l'intérieur est un gros dormeur. Je dois voir comment il va. La trahison m'a profondément blessé. Non seulement il tentait de s'introduire par effraction, mais il entraînait aussi un serrurier innocent dans son comportement criminel par la tromperie. La police est arrivée avec une rapidité remarquable, les gyrophares clignotant, mais les sirènes éteintes. J'ai regardé à travers la caméra 2 officiers s'approcher de mon père et du serrurier par derrière, les prenant complètement par surprise. Messieurs, éloignez-vous de la porte et placez vos mains où je peux les voir, a ordonné un officier. Le serrurier a immédiatement obéi, laissant tomber ses outils et levant les mains. Mon père, incroyablement, a tenté de faire bonne figure. Officier, Dieu merci, vous êtes là. J'essayais juste d'entrer chez moi pour voir comment allait mon fils. Monsieur, est-ce votre résidence? A demandé l'officier. Eh bien, c'est celle de mon fils, mais... Votre nom est-il sur l'acte de propriété ou le contrat de location? Non, mais je suis son père. Monsieur, nous avons reçu des informations sur une tentative d'effraction à cette adresse. Le propriétaire vous a identifié comme l'auteur et a indiqué que vous aviez été arrêté pour violation de domicile à cette même propriété plus tôt aujourd'hui. Est-ce exact? L'expression de mon père a changé alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas s'en sortir en parlant. C'est une affaire de famille, a-t-il insisté. Vous gaspillez les ressources de la police pour un malentendu. Monsieur, retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'effraction, ainsi que pour violation de vos conditions de libération de l'accusation de violation de domicile antérieure. Alors qu'il menottait mon père pour la deuxième fois en 24 heures, le serrurier expliquait frénétiquement qu'il avait été appelé pour un dépannage d'urgence et qu'il n'avait aucune idée qu'il participait à un crime. Les officiers l'ont séparé de mon père pour l'interroger. J'ai tout vu se dérouler sur l'écran de mon téléphone. Un film surréaliste avec mon propre père dans le rôle du méchant. Quand les officiers ont appelé pour confirmer que je voulais porter plainte, je n'ai pas hésité cette fois. Oui, ai-je dit fermement. Et je veux une ordonnance restrictive. Les jours qui ont suivi la deuxième arrestation de mon père ont été chaotiques. Des membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudain des opinions sur ma cruauté et mon égoïsme. Mon téléphone est devenu un champ de bataille avec des SMS et des messages vocaux divisés en deux camps, ceux qui me condamnaient pour avoir fait arrêter mon père et ceux qui soutenaient discrètement mon droit à fixer des limites. Ma tante Patricia, la sœur de mon père, a appelé pour me réprimander d'avoir déchiré la famille pour une chambre d'amis. Mon cousin Tyler a envoyé un SMS disant « Enfin, quelqu'un a tenu tête à oncle Harold. » Il était temps. Ma mère, qui était restée largement distante depuis le divorce, m'a surpris avec un email de soutien. Je suis fier de toi d'avoir fait ce que je n'ai jamais pu faire, lui tenir tête. Pendant ce temps, la situation juridique de mon père s'était considérablement compliquée.
La deuxième arrestation violait les conditions de sa libération de la première accusation, et la tentative d'effraction était une infraction plus grave. Son ami de longue date, le juge Stevenson, s'était récusé de l'affaire en raison de leurs liens personnels, et le juge assigné à l'affaire était connu pour être strict avec les récidivistes. Le 4e jour après la deuxième arrestation, j'ai reçu une visite inattendue. Marcus est apparu à ma porte, l'air harassé et en colère. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé qu'il valait mieux l'affronter directement que de laisser les tensions s'envenimer. « Puis-je entrer » a-t-il demandé sèchement quand j'ai ouvert la porte. Je me suis écarté, le laissant entrer dans la maison que sa femme aurait dû occuper. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, observant les caméras de sécurité que j'avais installées avant de se tourner vers moi. « Papa risque la prison à cause de toi », a-t-il dit sans préambule. « De la vraie prison, Irving. C'est ce que tu voulais. » Je voulais qu'il respecte mes limites, ai-je répondu calmement. Tout ce qui s'est passé est la conséquence de ses choix, pas des miens. Marcus a ri amèrement. C'est ça. Parce qu'appeler les flics sur son propre père, c'est un comportement tout à fait normal. Est-ce que s'introduire par effraction chez son fils à 3 heures du matin est un comportement normal, ai-je contré. Il était désespéré. Tu ne lui as laissé aucun choix. J'ai regardé mon frère. Le voyant vraiment pour la première fois, peut-être. Il y a toujours des choix, Marcus. Il aurait pu respecter ma décision. Il aurait pu aider Emma à trouver un autre endroit où rester. Il aurait pu offrir à ta famille sa propre chambre d'amis. Au lieu de cela, il a choisi de violer ma maison et ma confiance, 2 fois. Marcus a fait les 100 pas dans le salon, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. Tu ne comprends pas ce que nous traversons. La grossesse d'Emma a été difficile. J'ai eu du mal à trouver du travail. Nous sommes noyés sous les dettes. Papa essayait juste de nous aider. En me forçant à vous héberger sans mon consentement. Ce n'est pas de l'aide, Marcus. C'est du contrôle. Alors, qu'étions-nous censés faire? Vivre dans la rue? Pourquoi ne restez-vous pas chez papa et Diane? Ai-je demandé. La question qui me tracassait depuis le début. Ils ont une maison de 4 chambres avec seulement 2 personnes qui y vivent. Pourquoi étais-je la solution désignée? Marcus n'a pas rencontré mes yeux. La mère de Diane emménage avec eux le mois prochain. Elle subit une opération de la hanche et a besoin de soins pendant sa convalescence. Et papa n'a pas pu reporter ça pour aider son fils et sa belle-fille en crise. Ai-je insisté? Ou vous offrir leur chambre d'amis temporairement jusqu'à l'arrivée de sa mère? Ça aurait été un mois de répit pour trouver autre chose. Le silence de mon frère était révélateur. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Marcus? Ai-je exigé. Pourquoi papa était-il si insistant pour qu'Emma reste avec moi spécifiquement? Marcus s'est affalé sur mon canapé, l'air soudainement vaincu. J'ai merdé, Irving. Vraiment merdé. Je me suis assis en face de lui, attendant. Je n'ai pas seulement perdu mon travail, a-t-il finalement admis. J'ai été licencié pour avoir volé l'entreprise. C'était une nouvelle pour moi. Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Il ne pouvait pas me regarder en avouant. Je joue en ligne. Au début, puis au casino. Je pensais pouvoir gagner assez pour surprendre Emma avec un acompte pour une maison avant l'arrivée du bébé. Au lieu de ça, j'ai tout perdu. Nos économies, des cartes de crédit au maximum. Quand ça n'a pas suffi, j'ai commencé à détourner des comptes clients au travail. J'étais sans voix. Mon frère, que j'avais toujours considéré comme le responsable, celui qui respectait les règles, avait une dépendance au jeu assez grave pour risquer sa carrière et sa liberté. Papa l'a découvert quand j'ai été licencié, a poursuivi Marcus. Il a remboursé ce que j'avais pris pour empêcher l'entreprise de porter plainte, mais il était furieux. Il a dit que j'avais déshonoré le nom de la famille. Il a dit que je devais être surveillé comme un enfant. Les choses commençaient à s'éclaircir. Donc, il ne s'agissait pas de vous aider, toi et Emma, ai-je réalisé. Il s'agissait de punition. Marcus a hoché la tête misérablement. Il a dit que je n'étais plus digne de confiance pour gérer un ménage. Que Emma et le bébé avaient besoin d'une stabilité que je ne pouvais pas fournir. Il nous fait vendre notre voiture pour le rembourser, ce qui signifie que nous devrions vivre quelque part avec de bons transports en commun, comme mon quartier, ai-je terminé.
Il voulait qu'Emma soit ici pour qu'il puisse la surveiller régulièrement et pour que tu puisses lui faire un rapport sur mes allées et venues. Il ne me fait pas confiance pour être près de notre propre argent en ce moment. L'image complète était enfin claire. Mon père n'avait pas agi par générosité ou devoir familial. C'était un autre mécanisme de contrôle, un moyen de punir Marcus tout en gardant sa femme enceinte et son petit enfant à naître sous surveillance. Et j'étais censé être le gardien involontaire de ce plan. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça, ai-je demandé. Je suis ton frère. J'aurais aidé si j'avais connu la vraie situation. Papa a dit que nous ne devions pas te surcharger avec nos problèmes. Que tu étais trop occupé avec ta propre vie pour te soucier de la famille. Il a dit qu'il s'occuperait de tout. Bien sûr qu'il l'a fait. Mon père avait toujours excellé à semer la zizanie entre les gens, à contrôler le récit pour servir ses objectifs. Il avait délibérément empêché Marcus et moi de communiquer directement, s'assurant que nous restions isolés l'un de l'autre pendant qu'il contrôlait le flux d'informations. Notre conversation a été interrompue par un coup à la porte. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai été surpris de voir Emma debout sur mon porche, l'air nerveux. Je l'ai laissée entrer, notant qu'elle se détendait légèrement en voyant Marcus. « Je suis désolé de m'immiscer », a-t-elle dit doucement, « mais j'avais besoin de vous parler à tous les deux. » Emma s'est assise à côté de Marcus sur le canapé, une main frottant inconsciemment son ventre de femme enceinte alors qu'elle rassemblait ses pensées. « Je veux que vous sachiez à quel point je suis désolé pour ma part dans tout ça, a-t-elle commencé. Je n'aurais jamais dû accepter le plan de votre père, surtout quand il a dit que nous ne devions pas vous appeler d'abord pour confirmer, Irving. Cela aurait dû être un signal d'alarme. J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir, a-t-elle poursuivi en jetant un coup d'œil à Marcus. Harold m'a mise sous pression d'une manière qui me met mal à l'aise. Il appelle plusieurs fois par jour pour vérifier où je suis, avec qui je suis. Il a suggéré qu'après la naissance du bébé, je devrais envisager de rester avec lui et Diane en permanence pour le bien du bébé. Pendant que Marcus se remet sur pied. Marcus avait l'air abasourdi. Quoi? Quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ 2 semaines. Après qu'il ait remboursé ton entreprise, a répondu Emma. Au début, je pensais qu'il était juste protecteur à cause du bébé, mais c'est devenu autoritaire. Hier, il a dit que si nous ne pouvions pas vivre avec Irving, il allait demander des droits de grands-parents pour s'assurer d'avoir un accès régulier au bébé. Il ne peut pas faire ça, ai-je protesté. En fait, il a fait des recherches, a dit Emma. Il m'a montré la loi dans notre État. Et avec le jeu de Marcus et sa situation professionnelle, il pense avoir des arguments pour fournir un environnement plus stable au bébé. Marcus avait l'air dévasté. Il essaie de nous prendre notre enfant. Pas de le prendre, a précisé Emma. Mais de contrôler l'accès. Il devient obsédé par l'idée qu'il doit guider la prochaine génération parce que nous l'avons tous tellement déçu. Alors que cette révélation s'installait, je me suis souvenu de quelque chose que Diane avait mentionné à propos d'un dossier dans le bureau de mon père. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Marcus et Emma les images de sécurité de la nuit où mon père a essayé de s'introduire avec le serrurier. Regardez ce qu'il transporte, ai-je souligné. Là, dans la main de mon père, se trouvait un dossier de papier. On dirait des documents juridiques, a observé Marcus. Diane m'a dit qu'il rencontrait régulièrement son avocat, ai-je dit. Et si ce n'était pas seulement pour faire emménager Emma? Et s'il prévoyait d'établir une sorte de demande de résidence ou de documenter qu'elle vivait ici avec ma permission pour l'utiliser dans une procédure judiciaire? Nous nous sommes regardés alors que toute l'étendue de la manipulation de mon père commençait à se faire jour. Il ne s'agissait plus seulement de contrôle. Il s'agissait de créer une piste de papier légal pour quelque chose de beaucoup plus grand. Nous devons voir ce qu'il y avait dans ce dossier, ai-je dit d'un air sombre. J'ai contacté mon ami avocat qui a accepté de nous aider à accéder aux documents qui avaient été collectés comme preuve lors de l'arrestation de mon père. Ce que nous avons découvert a confirmé nos pires craintes. Mon père avait rédigé un contrat de location avec ma signature falsifiée, donnant à Emma et Marcus le droit légal d'occuper ma maison pour une somme modique. Il avait également préparé des papiers de tutelle qui lui auraient accordé une autorité légale importante sur leur enfant à naître en cas d'instabilité parentale. Nous sommes restés tous les 3 assis dans un silence stupéfait alors que l'ampleur de ce que nous avions évité de justesse nous frappait. Mon père n'avait pas seulement essayé de faire emménager Emma dans ma maison. Il avait orchestré un piège juridique complexe conçu pour lui donner le contrôle sur de multiples aspects de nos vies.
Je n'arrive pas à croire qu'il soit allé aussi loin, a murmuré Marcus en tenant fermement la main d'Emma. Mais je pouvais le croire. Ce n'était que la prolongation logique du contrôle que mon père avait exercé tout au long de nos vies, maintenant menacé par les erreurs de Marcus et mon indépendance. Nous devons mettre fin à ce cycle, ai-je finalement dit. Nous tous, ou il n'arrêtera jamais d'essayer de contrôler nos vies. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de notre vie, Marcus et moi étions vraiment unis. Et avec le soutien d'Emma, nous avons commencé à formuler un plan pour nous libérer de la manipulation de notre père une fois pour toutes. Les semaines suivantes ont été transformatrices pour nous tous. Avec mon père temporairement hors de cause en raison de ses problèmes juridiques, nous avons eu l'espace nécessaire pour mettre en œuvre notre plan sans son ingérence. Ma première priorité était de m'assurer qu'Emma avait un logement convenable pour le reste de sa grossesse. Plutôt qu'un hôtel temporaire, je l'ai aidé à trouver un appartement d'une chambre dans un immeuble spécifiquement destiné aux futures mères et aux nouveaux parents. Le loyer était subventionné par une organisation à but non lucratif locale, ce qui le rendait abordable même avec un budget serré. L'immeuble disposait d'une sécurité, d'une buanderie commune et d'une infirmière qui rendait visite aux résidents chaque semaine, ce qui était parfait pour la situation d'Emma. Pour Marcus, le parcours a été plus compliqué. Il a finalement admis qu'il avait une dépendance au jeu et a accepté de se faire aider. Je l'ai accompagné à sa première réunion des joueurs anonymes, m'asseyant au fond pour lui apporter un soutien moral pendant qu'il partageait son histoire avec des inconnus. C'était la première fois que je voyais mon frère prendre une véritable responsabilité pour ses actions sans rejeter la faute ou trouver des excuses. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'essayais de gagner l'approbation de papa par l'argent, m'a-t-il avoué par la suite. Je pensais que si je pouvais juste lui montrer que j'avais réussi financièrement, il me respecterait enfin en tant qu'adulte. Marcus a également accepté des conseils financiers et a trouvé un emploi dans un supermarché local. Le poste était bien en deçà de ses qualifications, mais il était accompagné d'avantages sociaux qui aideraient à couvrir les frais médicaux du bébé et de responsables qui étaient prêts à adapter son horaire de traitement. Plus important encore, c'était un travail honnête qui le tenait occupé et loin des déclencheurs de jeu. Le jour de l'audience de mon père au tribunal, j'ai pris la difficile décision d'y assister, non pas pour le soutenir, mais pour montrer au tribunal qu'il ne s'agissait pas d'un simple malentendu familial comme son avocat tentait de le présenter. La salle d'audience était tendue. Mon père, impeccablement vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de Marcus, m'a à peine jeté un regard à mon entrée. Son avocat avait insisté pour que toutes les charges soient abandonnées, arguant qu'il s'agissait d'une affaire de famille qui avait mal tourné et qu'aucun préjudice réel n'avait été causé. Lorsque le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration, je me suis levé et j'ai parlé clairement. Votre honneur, ce que mon père a fait va au-delà d'un simple malentendu. Il a délibérément violé mes limites, a tenté d'établir une location non autorisée dans ma maison, a falsifié ma signature sur des documents juridiques et a tenté de s'introduire par effraction chez moi au milieu de la nuit. Ce schéma de comportement représente un manque de respect fondamental pour mon autonomie en tant qu'adulte et en tant que propriétaire. Bien que je ne souhaite pas voir mon père incarcéré, je crois qu'il doit y avoir des conséquences pour ses actions et des protections légales pour empêcher de futures violations. Le juge a examiné attentivement mes paroles avant de rendre son verdict. Mon père a été condamné à 2 ans de probation, à des conseils obligatoires, à des travaux d'intérêt général et à une ordonnance restrictive l'empêchant de s'approcher à moins de 150 mètres de ma propriété. Plus important encore, le juge a clairement indiqué que toute violation entraînerait une peine de prison. Sans exception. Alors que nous quittions la salle d'audience, mon père s'est finalement approché de moi. Son expression était un mélange de colère et d'incrédulité. « Tu as détruit cette famille », a-t-il dit doucement. « J'espère que tu es satisfait. » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, non pas comme la figure d'autorité imposante de mon enfance, mais comme un homme imparfait dont le besoin de contrôle avait aliéné tout son entourage. « Je n'ai rien détruit, papa », ai-je répondu d'une voix égale. J'ai juste refusé de te laisser contrôler ma vie. Il y a une différence entre aider la famille et la manipuler. J'espère qu'un jour tu apprendras quelle est cette différence. Je suis parti alors, le laissant seul dans le couloir du palais de justice. Ce n'était pas un moment de triomphe, mais un moment nécessaire pour nous deux. Dans les mois qui ont suivi, notre famille a subi une transformation qui aurait semblé impossible auparavant. Diane, encouragée par les changements dont elle a été témoin, a commencé à fixer ses propres limites avec mon père.
Elle s'est inscrite à des cours d'art qu'elle avait toujours voulu suivre et a commencé à passer plus de temps avec ses amis et sa famille. Indépendamment d'Harold, Marcus a suivi un programme intensif en ambulatoire pour sa dépendance aux jeux et a continué d'assister aux réunions des GA 3 fois par semaine. Il a été promu chef de rayon au supermarché et a été complètement transparent avec Emma sur leurs finances, lui donnant accès à tous les comptes et acceptant un budget strict. Et Emma, forte et résiliente, Emma, a donné naissance à un petit garçon en bonne santé qu'ils ont nommé Jordan. J'étais là à l'hôpital, l'oncle fier tenant son petit-neveu pour la première fois. En regardant son petit visage parfait, j'ai fait la promesse silencieuse que les cycles de contrôle et de manipulation qui avaient défini notre famille prendraient fin avec notre génération. 3 mois après la naissance de Jordan, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai acheté une petite maison de 2 chambres à seulement 2 pâtés de maison de la mienne et je l'ai proposée à Marcus et Emma à un loyer réduit qu'ils pouvaient se permettre. Assez proches pour être un soutien, mais assez séparés pour maintenir des limites saines. « Pourquoi ferais-tu ça après tout ce qui s'est passé ?» a demandé Marcus quand je lui ai montré la maison. « Parce qu'aider la famille ne signifie pas la contrôler, ai-je expliqué. Ça signifie la soutenir tout en respectant son indépendance. » Papa n'a jamais compris cette distinction. Quant à mon père, le chemin de la rédemption a été plus lent et plus incertain. Le conseil obligatoire semblait avoir un certain effet. Au baptême de Jordan, auquel Harold a été autorisé à assister avec un accord préalable, il s'est approché de moi avec une humilité inhabituelle. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit au palais de justice, a-t-il admis, sur la différence entre aider et contrôler. Mon thérapeute dit que j'ai utilisé l'argent et les ressources comme des outils de manipulation toute ma vie. Ça semble exact, ai-je convenu, sans lui faciliter la tâche. Je veux faire mieux, a-t-il dit simplement. Je ne m'attends pas au pardon ou à la confiance tout de suite, mais je veux essayer d'être différent. Pour le bien de Jordan, si rien d'autre. C'était un petit pas, mais un pas significatif. Le temps dirait si cela représentait un véritable changement ou une autre tactique de manipulation. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus vulnérable à son influence comme je l'avais été autrefois. Mon propre parcours de guérison a également impliqué une thérapie. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais permis au comportement autoritaire de mon père de continuer sans contestation pendant si longtemps et comment construire des relations plus saines à l'avenir. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de parents autoritaires où j'ai rencontré d'autres personnes ayant des expériences similaires. Pour la première fois, je ne me sentais pas seul ou fou de lutter avec des dynamiques familiales que d'autres semblaient gérer facilement. 1 an après l'incident qui a tout changé, notre famille s'est réunie pour le premier anniversaire de Jordan. C'était prudent mais cordial, avec des limites clairement définies que tout le monde respectait. Mon père a apporté un cadeau mais n'a pas dépassé les bornes. Marcus est resté sobre et présent. Emma semblait sincèrement heureuse d'une manière que je n'avais pas vue auparavant. Alors que je regardais Jordan trottiner dans la cour, riant et explorant avec la joie sans entrave que seul un enfant d'1 an peut posséder, j'ai réfléchi à la profonde leçon que cette épreuve m'avait apprise. Le véritable amour ne cherche pas à contrôler. Il respecte les limites, reconnaît l'autonomie et soutient la croissance plutôt que d'exiger la conformité. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel, car sans elles, les relations deviennent des terrains fertiles pour le ressentiment plutôt que pour la connexion. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non à quelqu'un qui croit avoir le droit d'annuler vos décisions. Et parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes qui nous connaissent depuis le plus longtemps, qui croient que leur rôle dans nos vies leur accorde une exemption spéciale du respect qu'elles montreraient à un étranger. Alors que Jordan trottinait vers moi, les bras levés dans la demande universelle d'être pris dans les bras, je l'ai soulevé et j'ai fait une autre promesse silencieuse. Qu'il grandirait dans une famille où ses limites seraient respectées, où l'amour ne viendrait pas avec des conditions. Où être apparenté ne signifierait pas renoncer à son autonomie, car c'est ce que la famille devrait vraiment être. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui pensaient avoir le droit d'annuler vos décisions? Comment avez-vous géré la situation? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle. N'oubliez pas que fixer des limites ne consiste pas seulement à dire non aux autres. C'est dire oui à soi-même et à son propre bien-être. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite de la force dans votre propre parcours de fixation de limites.